Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous remercie pour votre présence à ce premier temps de foire aux questions. Ce temps de foire aux questions, il fait suite au webinaire de présentation de la procédure régionale de dépôt des demandes d'autorisation qui a été organisé le 8 janvier et qui a pour objectif de lever certaines incertitudes ou du moins d'éclaircir certains points sur la procédure formalisée au niveau régional. Donc, je remercie les SIAD qui m'ont fait parvenir leurs questions après le webinaire. Aujourd'hui, je vous propose qu'on reprenne que quelques questions ensemble, de vous faire une lecture rapide des réponses, mais on ne pourra pas revenir malheureusement sur l'ensemble des questions, parce qu'il y en a une trentaine qui ont été recensées, soit issues du webinaire ou des questions qui avaient été posées a posteriori. Et donc aujourd'hui, en fait, le format de 30 minutes ne permettra pas de reprendre toutes les questions, mais il y aura bien une foire aux questions qui viendra compiler l'ensemble des questions-réponses qui sera déposée très prochainement d'ici la fin du mois de janvier, tout début février, sur la page internet qui est dédiée à cette réforme. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre en reprenant les quelques questions, je dirais les questions un peu essentielles sur les délais de constitution ou sur les surcoûts que peuvent générer éventuellement le GCSMS. Je vous informe également que je suis en présence de Simon Thiebaud sur la partie analyse juridique qui pourra venir apporter des compléments de par son expertise. Donc voilà, je reprends les questions en démarrant par une lecture et puis on viendra ensuite reprendre les réponses ensemble. Et je vous propose à la rigueur que vous puissiez intervenir à la fin de la présentation. Donc première question qui avait été posée, si la demande d'autorisation est déposée le 30 novembre 2025, vous donnez un délai de 6 mois pour répondre. Donc en effet, on a bien un délai de 6 mois maximum pour instruire le dossier et apporter un retour. Selon les textes, l'autorisation du SIAD tombe sans autorisation de SAD. Allez-vous nous transmettre une autorisation provisoire à partir du 1er janvier 2026 pour continuer nos activités en attente de l'autorisation ARSCD? Donc, en réponse, en effet, à compter du 1er janvier 2026, l'autorisation des SIAD qui n'auraient pas déposé de demande d'autorisation deviendra caduque. Les ARS pourront donc alors mettre fin à leur activité sur le fondement de l'article L313-15 du Code de l'action sociale et des familles. Les gestionnaires qui poursuivraient leur activité sans autorisation s'exposeraient à des sanctions mentionnées à l'article L313-22. Donc, en clair, les SIAD, pour autant, continuent d'être régis par les articles D312-1 à D312-5 et aux articles D312-7-1 et D312-7-2 du Code dans leur version antérieure à la publication du décret jusqu'à ce qu'ils soient autorisés en tant que service autonomie à domicile. Donc, on ne transmettra pas d'autorisation provisoire. Les SIAD qui auraient déposé une demande un peu tardivement dans l'année, ou en tout cas juste avant le 31/12/2025, ils continueront d'être régis par les articles précédents. Donc, première réponse. Dans le cadre d'un conventionnement transitoire de 5 ans, il me semble difficile de transmettre le projet de service du SADMIX dès la demande d'autorisation. Donc, en réponse, il faut bien noter que la phase de conventionnement, elle ne constitue pas un rallongement de la période de mise en conformité avec le nouveau cahier des charges. Cette convention à titre transitoire, elle permet aux services, dont les modalités de rapprochement juridique ne sont pas encore tout à fait consolidées, de disposer d'un délai complémentaire pour se constituer en entité juridique unique. Voilà pour la deuxième question. En troisième question, il y avait des éléments à apporter. Donc, le GCSMS génère des coûts de fonctionnement importants. Est-il prévu un accompagnement financier dans la gestion future des SADMIX ? Donc, en réponse, en effet, le GCSMS va générer des frais fixes liés au fonctionnement du groupement et à sa gouvernance. Ces frais sont de nature purement administrative, avec des temps d'organisation et de secrétariat pour organiser les assemblées générales, la rédaction des actes et des PV, et éventuellement l'envoi des courriers de convocation, enfin, tous ces éléments-là. Donc, à ce stade, on ne dispose pas d'informations de la part du ministère sur un financement spécifique qui pourrait nous être alloué et que nous, on pourrait vous déléguer. Une quatrième question qui portait sur les locaux. Donc, les futurs locaux seront nécessairement plus grands pour intégrer le fonctionnement coordonné. Nous sommes actuellement dans des locaux gérés par notre organisme gestionnaire, le CCAS. Nous aurons sans doute un loyer et des charges plus importantes à l'avenir. Comment seront indemnisés ces surcoûts ? Donc, juste pour rappel, d'après le cahier des charges, le gestionnaire doit disposer de locaux en propre ou mutualisés, adaptés à la coordination des prestations et des personnels.
Donc à ce stade, idem pour la question précédente, le niveau national ne nous a pas délégué de crédit spécifique pour prendre en charge ces surcoûts. Pour autant, des demandes de crédit non reconductibles pourront être formulées et seront arbitrées par les délégations territoriales de l'ARS dans la limite des crédits qui seront disponibles et des priorités déterminées à l'échelle départementale. Mais à ce stade, on n'a aucune garantie de financement pour ces projets. Cinquième question, donc la nécessité d'aller vers un dossier unique informatisé commun va nécessiter une formation à l'utilisation, un temps de basculement des données d'un logiciel vers l'autre. Comment va être valorisé ce temps? Donc en réponse, je viens repréciser qu'il y a eu des crédits relatifs à la coordination des services qui ont été versés en première phase de campagne budgétaire 2024 à l'ensemble des SIAD, avant même que ces services soient constitués en SAD mixte. Ces crédits peuvent constituer un levier pour financer dans un premier temps des dépenses ponctuelles, donc telles que celles relatives à la mise en place d'un système d'information unique pour l'aide et le soin. Et dans un second temps, une fois que le service autonomie à domicile mixte sera constitué, ces crédits pourront être utilisés pour financer de façon pérenne cette fois-ci du temps de coordination. Donc là, je vous réfère à la notification budgétaire qui avait été envoyée en première phase de campagne budgétaire en 2024. Une sixième question sur le cahier des charges pose la règle du salariat des personnels aide et soins, notamment sur la coordination. Toutefois, la loi Bienveillir, intervenue ultérieurement, est venue poser à l'article L312-3, -7, alinéa 3 du Code, la possibilité de simple mise à disposition des agents publics. Dès lors, confirmez-vous que cette disposition légale prime bien sur le cahier des charges? Donc, en élément de réponse, dans le cahier des charges, le responsable de la coordination est la personne désignée par le responsable du service pour assurer la coordination des activités d'aide et de soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants, séparément ou en binôme, ou par une tierce personne. Donc, dans ce qu'il est écrit, il n'y a pas de précision sur la façon dont cette personne est recrutée, salariat ou mise à disposition. La disposition légale qui est évoquée, donc l'article L312-7, dans sa version issue de la Bienveillir, ne contrevient pas au cahier des charges, qui n'impose aucunement la règle du salariat, comme cela est précisé ci-dessus. Donc voilà pour ces éléments de réponse. Une question également, donc en phase transitoire, il s'agit d'une autorisation unique mais bicéphale. Chacun est bien responsable de son personnel et de ses activités. Dans ce contexte, quels sont les attendus en matière de DIPEC? Un DIPEC sous l'entité juridique du SIAD et un DIPEC sous l'entité juridique du SAD-Aide. Idem en matière de gestion du personnel et du document unique de délégation. Donc, juste en rappel, la convention, elle peut être signée elle peut réunir plus de 2 opérateurs dans un premier temps. Et au sein de la convention, dont le modèle est déposé sur le site internet de l'ARS, c'est une convention qui a été formalisée par l'ANAP, dans le C, outils partagés de fonctionnement et d'évaluation, il est bien précisé que pour garantir le fonctionnement intégré des activités d'aide et de soins, et partant la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées, les parties veillent à doter le service d'outils partagés de fonctionnement et d'évaluation, et notamment donc, le DIPEC, donc le document individuel de prise en charge pour la personne accompagnée. Dans la mesure où la personne est accompagnée au titre de l'aide et du soin, il sera bien évidemment attendu qu'un seul et même DIPEC unique puisse être constitué. Idem pour le document unique de délégation. Donc voilà, en phase transitoire, il est attendu, au même titre que pour des SIAD qui se constitueraient en entité juridique unique, que les outils visant à favoriser la coordination soient partagés et uniques pour les patients accompagnés au titre de l'aide et du soin. Et enfin, dernière question que j'ai voulu qu'on reprenne ensemble aujourd'hui. Pour que le GCSMS soit personne morale, il est nécessaire qu'il soit publié au registre des actes administratifs et qu'il soit publié à ce registre. Pouvez-vous nous confirmer que l'ARS et le CD se chargent bien de cette publication? Donc, dans un premier temps, la phase de constitution du GCSMS, elle est régie par les dispositions de l'article R 312-194-18 du Code. Il y a eu un décret de simplification qui date du 20 août 2019 et depuis ce décret, la publication, c'est plus une condition d'acquisition de la personnalité morale. Il suffit de communiquer la convention constitutive à l'autorisation
à l'autorité d'approbation, donc à savoir l'ARS, par lettre en recommandé. Et ensuite, le GCSMS, il jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de cette déclaration par l'ARS. Donc celle-ci se charge ensuite de sa publication. Voilà. Juste, j'ai voulu repréciser les différentes étapes qui vont faire suite au webinaire du 8 janvier. Donc là, il y a bien un premier temps de foire aux questions. Il y en aura un second le 29 janvier, donc mercredi prochain. Et enfin, il y aura une publication de la foire aux questions qui reprendra toutes les questions. Donc, il y en a un peu plus d'une trentaine sur le site internet de l'ARS. Mais voilà, là, j'ai voulu vraiment reprendre que quelques questions pour laisser place également aux échanges et aux éventuelles questions qui viendraient toucher davantage sur la procédure depuis que les outils sont mis en ligne. Voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vais vous laisser intervenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Je vois que Madame Tessier a levé la main. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de me donner la parole. Bonjour. Une question par rapport au territoire. Est-ce que vous pourriez reclarifier la possibilité ou non qu'il y ait 2 salles mixtes sur un même territoire, parce qu'on a des échos qui sont différents selon les territoires. Et par ailleurs, moi, je m'inquiète un petit peu de voir des services qui souhaitent intervenir sur des communes et qui commencent à communiquer sur un retour sur une possibilité d'intervenir sur des communes sur lesquelles ils n'ont pas d'autorisation et qui, pour le coup, nous, dans notre cas, nous mettrait en danger. Donc, ça nous inquiète un petit peu de voir des SIAD limitrophes qui communiquent déjà sur des autorisations qui ne leur sont pas données. Merci. Pour répondre à la première question, en effet, dans les textes n'interdisent pas à 2 salles mixtes d'intervenir sur une seule et même commune. Après, il faut que ça puisse être cohérent au niveau territorial. En général, c'est des situations qu'on analyse davantage sur des grosses métropoles comme Nantes, Le Mans, ça peut arriver aussi sur Angers. Voilà, donc l'idée, c'est que c'est pas interdit. Après, il faut que ça puisse être pertinent dans les échanges que vous pouvez avoir avec le conseil départemental et la délégation. Donc ça, c'est vraiment à concerter au niveau plutôt départemental et local. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, sur les SIAD qui communiquent sur des projections de zones d'intervention ou qui interviennent d'ores et déjà sur des communes alors qu'ils ne les ont pas autorisées, ça, en effet, c'est pas ce que nous, on a souhaité mettre en œuvre. Donc, éventuellement, vous pourrez me faire remonter plus précisément les SIAD en question et les communes, mais avant de pouvoir intervenir sur une commune ou d'étendre son territoire, il faut bien que ça puisse passer par l'ARS et le conseil départemental, qu'il puisse y avoir une validation et une mise à jour des autorisations. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la procédure ou sur les outils? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que après avoir consulté le guide d'appui, il y a des choses qui restent à éclaircir? N'hésitez pas, c'est vraiment, ces temps sont vraiment consacrés à ça. Il y en aura un second mercredi prochain, mais bon, l'idée, voilà, comme c'est des temps très courts, c'est de pouvoir un petit peu répartir la charge. Oui, Madame, Monsieur Lourdet, pardon, excusez-moi. Oui, merci. Juste sur le projet de service, si j'ai bien compris lors de la présentation que l'on a eue la dernière fois, l'idée est bien pour l'échéance du 30 juin au cahier des charges de répondre peut-être synthétiquement sur le projet de service pour en faire un déploiement beaucoup plus ample sur les 18 mois qui suivent après. Juste une confirmation là-dessus. Alors, oui, le projet de service doit quand même être présenté, actualisé. Il y a certains axes où on a souhaité apporter un peu de souplesse, notamment sur l'organigramme, sur l'organisation du service et notamment le modèle organisationnel. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être, entre guillemets, qui peuvent évoluer durant la phase de convention ou de constitution, mais pour autant, il faut quand même que le projet de service il soit suffisamment mature et prêt, tout simplement parce que l'ensemble des éléments qu'on vient solliciter dans le cadre de réponse, c'est des éléments finalement qui font partie intégrante également du projet de service. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à solliciter la DT de l'ARS et le CD si vous avez des difficultés sur certains points du projet de service, et puis on pourra accorder des souplesses, d'autres souplesses.
Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? N'hésitez pas. Si tout est clair, je vous propose qu'on puisse s'arrêter là. Il y aura, comme je l'ai précisé, un autre temps mercredi prochain. Donc, n'hésitez pas à m'adresser vos questions un petit peu en avance pour qu'on puisse avoir le temps de préparer les éléments de réponse. Et comme je vous l'ai précisé, il y aura bien une publication de la foire aux questions avec l'ensemble des questions posées et voilà, les délégations territoriales et les conseils départementaux restent à votre disposition également pour répondre à vos questions et puis pour vous accompagner aussi dans le déploiement. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire dans le chat, donc je vois... Pouvez-vous rebalayer le diaporama? Hop, donc je peux revenir sur les éléments, en effet. Pour le SIAD de Molévrier, est-ce qu'il y a, enfin, voilà, est-ce qu'il y avait une question peut-être sur laquelle vous voulez qu'on revienne, qui n'était pas suffisamment claire? Si vous êtes arrivé en retard, il n'y a pas de problème. Il y a un second temps mercredi prochain et puis la fac, elle sera mise en ligne sur la page internet de l'ARS. Eh bien, écoutez, comme il n'y a... Ah, oui, madame, soyez, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je me permettais de poser une question qui est notamment sur l'aspect financier où je trouve que on nous aide pas trop sur l'élaboration de cette partie-là. On nous parle d'un budget prévisionnel à fournir dans le cadre de la demande de dépôt. Nous sommes actuellement encore en BPCA, nous ne sommes pas un CEPOM. Nous avons une nomenclature qui est différente entre le SAD et le SAD étant M14 et nous le SIAD M22. On a des grosses difficultés à comprendre comment on va fonctionner à ce niveau-là au niveau du budget. Comment va-t-on faire? Est-ce que le SAD enfin le futur SAD doit être sur une convention M22? On nous parle à la dernière au dernier webinaire sur la tarification des SIAD qu'on devrait passer en EPRD. Mais voilà, on a énormément de questions sur la partie financière. Comment on construit notre budget? Est-ce qu'on a un BP 2026 à fournir au vu de la création du SAD? Voilà, c'est vraiment le flou pour nous de ce côté-là. Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez m'adresser ou en tout cas me contacter par mail. Je vais remettre mon mail là dans le chat. Mes collègues en charge de l'allocation des ressources vont vous apporter des éléments et c'est également des éléments qu'on va annexer à la foire aux questions. On a un exemple en Loire-Atlantique où le SIAD nous a posé des questions sur la nomenclature et notamment tout ce qui relève de la comptabilité prochaine dans le cadre de la Constitution. Donc, on va vous apporter des éléments de réponse afin de vous éclairer. Je vous remets mon adresse dans le chat, Madame Soyer, puis je vous demanderai de m'adresser un mail pour qu'on puisse convenir un entretien téléphonique, si ça vous va. D'accord, super, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Quels sont les prérequis pour bénéficier de l'enveloppe financière de l'accompagnement juridique proposée par l'ARS? Cette aide peut-elle être divisée afin d'explorer plusieurs pistes de rapprochement? Alors,
En 2024, en effet, on avait bénéficié d'une enveloppe qui devait être déléguée pour accompagner les SIAD dans leur transformation. Là, on est toujours en attente de la LFSS, donc on n'a pas la certitude qu'on bénéficiera de nouveau de cette enveloppe-là. On espère et on fera tout notre possible, en tout cas, pour que ça puisse être maintenu. Les prérequis étaient de pouvoir présenter un dossier suffisamment mature, ou en tout cas un projet mature, de pouvoir nous présenter également la zone d'intervention cible et un devis. Donc, Michael Martin-Quera, voilà un petit peu pour les conditions et les prérequis pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe. Voilà. De toute façon, sur cette enveloppe d'accompagnement financier, voilà, si tout se passe bien, on pourra relancer une communication auprès de l'ensemble des SIAD au premier trimestre 2025. Mais d'ores et déjà, je peux vous informer que voilà, si on dispose bien des crédits, comme c'était le cas en 2024, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer de façon synthétique en fait une description du projet en intégrant dans cette description la zone d'intervention cible et de pouvoir nous présenter un devis d'un cabinet qui pourrait vous accompagner. Cette phase d'accompagnement, elle peut très bien être divisée en 2 temps, si c'était ça la question également, avec une phase plutôt exploratoire où on viendrait étudier les pistes de rapprochement et une phase un peu plus opérationnelle où là, on viendrait rédiger tout ce qui relève des protocoles de fusion, des documents, des comptes rendus, etc. Maud Girardot, comment l'ARS peut nous aider pour les territoires bloqués sur les rapprochements possibles? Alors l'ARS, la délégation territoriale et le CD sont censés vous accompagner. Là, pour le coup, je ne sais pas vraiment, Madame Girardot, ce qui est bloquant. Peut-être qu'il faudrait que vous puissiez le préciser pour qu'on puisse que je puisse vous apporter quelques éléments de réponse. Les premiers éléments de réponse. D'accord, donc là, vous n'avez pas, avec qui on se marie, donc vous n'avez pas encore identifié de partenaire, c'est ça, pour vous rapprocher et faire la demande d'autorisation, si je comprends bien. Pas dans le cadre juridique attendu. Ouais, là, j'avoue que comme ça, j'aurais du mal à vous apporter des éléments de réponse un peu plus précis. Mais en tout cas, je vous conseille de vous rapprocher de la délégation territoriale. Juste si je peux prendre la parole, ce sera plus simple que de s'écrire. Oui, peut-être, ouais. Je vous remercie. La problématique du Choletais, c'est qu'on est 5 SIAD de tailles différentes. Et il y a une vingtaine de services à domicile, mais une vingtaine de services qui ne sont pas forcément demandeurs aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément univers, enfin pas tous. Et ils sont plutôt de statut juridique privé lucratif. Et qu'est-ce qu'on devient, nous, petites associations, dans ce cadre-là? Comment on est... Alors, dans un cas comme ça, il faudra qu'on voit avec le conseil départemental si vous êtes en mesure aussi de nous fournir en fait un petit peu les travaux que vous avez pu conduire, également je sais pas, une synthèse des échanges que vous avez pu avoir avec les SAD aides privées à but lucratif dont vous parlez. Peut-être que ce serait plus simple pour nous aussi de vous aider. Mais voilà, en cas de blocage majeur, l'idée, c'est pas de vous laisser en difficulté et d'arriver au terme de l'année sans que vous ayez pu déposer un dossier. Mais par contre, ce serait bien que vous puissiez formaliser par écrit ces éléments de blocage, en fait, parce que sans preuve tangible, nous, on peut pas lancer un accompagnement, on peut pas rentrer en concertation avec le département pour voir ce qu'il est possible de faire et activer tous les leviers dont on dispose. Voilà, donc je vous conseille vraiment de formaliser tout ça par écrit, de nous adresser un mail et on verra comment on peut vous accompagner. Il est 11h30. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous conseille de vous reconnecter pour le second temps de Foire aux questions le 29 janvier. Peut-être que ce sera les mêmes questions qui vont être réabordées, mais peut-être que d'autres questions de service seront posées.
C'est quelque chose qui sera enregistré, qui sera de nouveau diffusé sur le site internet de l'ARS. Donc n'hésitez pas. Voilà. Plus il y a de questions, plus on peut essayer d'apporter le maximum d'éléments de réponse et le plus précis possible pour qu'on puisse voilà, tous s'intégrer dans le déploiement de cette réforme et répondre aux attendus du national également. Je vous remercie de vous être connectés et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.